Il était né, on le sait, à Combleu en 1730. C'est tout près d'Orléans en amont, dont on voit les clochers. Ça baigne doucement sur deux bras de la Loire. Là-dessus, bien sûr, c'est ciel français, poussinien, qu'il peignit peu, et d'un clocher à l'autre, quand on suit la levée, le long du fleuve, ces îles, ces saules, ces joncs, où on aurait aimé se cacher étant petit, et des vols soudains d'oiseaux. La Loire portait bateaux en ce temps, et c'est à cause des bateaux, de ce qui les porte, que l'auteur des 11 naquit au bord de Loire. Son grand-père maternel, un huguenot de peu de foi, revenu dans le giron de Rome à la Révocation, nouveau converti, comme on disait, était de ces entrepreneurs en terrassement et gros œuvres de maçonnerie qui, sans autre atout dans leurs manches que des bataillons de Limousins dont le statut et le salaire, à peu de choses près, étaient ceux des nègres d'Amérique. Ils firent fortune dans les grands travaux des fleuves et de canaux sous Colbert et Louvois. De ces grands travaux, de ces bataillons de Limousins, de ces quelques hommes aux grands appétits qui sortaient de leurs manches des bataillons de Limousins et les jetaient sur la terre boueuse de Loire avec une poignée de fer, grandirent dans les roseaux et les jets de Héron, ces bourgs qui tiennent les écluses, les ponts, les trépas de Loire, tout le long du canal d'Orléans à Mortargis, et qui portent les vieux noms de Faille-aux-Loges, Chessy, Saint-Jean-le-Blanc, Combleu. Et lui, le grand-père, s'enrichit de la sorte sur l'eau, à l'heure où ses coreligionnaires étaient aussi sur l'eau, mais sans profit d'aucune sorte, dans les galères du roi. Il finit avec le titre ronflant d'ingénieur des Turcis et levées de Loire, qu'avait créé Colbert. L'ingénieur, donc, qui avait fait fortune ici, et peut-être été sentimental, qui en tout cas était trop vieux pour continuer à serrer la poigne sur ses bougres limousins, le grand-père prit maison et femme ici, au bout de ce canal, qu'à grand haant de chevaux percherons et de limousins mal foutus, il avait fait, enfin, que monsieur de Louvois avait fait, mais auquel il avait contribué sur les dernières grandes écluses ici à Combleu. Il s'arrêta à plus de 60 ans avec ses sacs d'écus sous ce ciel français et y épousa une fillette de vieille noblesse et de petite fortune qui s'appelait Juliette. De leur union naquit vers 1710 Suzanne, la mère du peintre, née donc comme des bataillons de Limousins, Noireaux, Moreau, Malfait, tombés des échelles, noyés dans des boues le jour du Seigneur, ivres morts, s'égorgeant entre eux, mais qui de toute cette boue avaient comme magnifiquement fait de l'or pour une tierce personne, et né aussi du grand appétit souverain, magicien qui sur ce corps de boue avait bâti les grandes levées toutes droites, les impeccables écluses, né, monsieur, comme à la fois de l'image du ciel calme sur les eaux calmes du canal, l'image unique du ciel unique, et des corps multiples enterrés dessous, et pour l'éternité inapaisée, grimaçant, pour l'éternité avec leur couteau à la main et l'insulte patoise à la bouche le jour du Seigneur, est née enfin d'une belle mais terne fille frileuse de vieille noblesse provinciale qui n'avait d'autre destin que d'attendre, puis de recevoir le plaisir et la graine d'un vieillard sans foi ni loi, ou plutôt dont la seule foi et la seule loi avaient été de placer cette graine avec un très intense plaisir dans un ventre blanc à sang bleu. Il n'en profita pas outre mesure, il n'eut pas même le temps de s'emparer par ricochet du nom de sa femme et de se faire ennoblir par monsieur de Louvois à la surintendance des fleuves, car il mourut presque aussitôt. Peu importe, il y avait eu dans la fille à sang bleu la satisfaction irrévocable, la trace exultante en forme de petite fille.
L'enfant était belle comme le jour, ainsi disait-on dans ces époques, la peau d'albâtre, la joue de vermeil, l'œil d'iris, le cheveu d'or, le lys et les roses. Lisez les textes de ce temps, elles sont toutes toujours ainsi. Cette fille, comme sorte des pages de Casanova ou de Sade et de Bernardin ou Jean-Jacques aussi bien, grandit et fut élevée par la fille frileuse qui était une jeune veuve apeurée et la fille frileuse qui n'avait pas d'autre enfant, pas d'autre horizon ni d'autre objet, qui, en dépit des sacs d'écus du vieillard, était une pauvresse qui ne pouvait dire sienne en ce monde qu'une petite fille, la veuve frileuse, l'éleva comme vous pouvez le penser. Elle l'éleva comme si elle était vraiment d'albâtre, ou plutôt de porcelaine, comme si elle avait vraiment la fragilité et la caducité des roses, mais comme si aussi elle était la reine de ce monde, comme si de cette royauté sa caducité était garante, comme une princesse, et s'apeurant sans mesure la mère de ce qu'une princesse nécessairement, à l'âge où le corsage s'emplit, trouve un fuseau où se piquer la main en mourir. Et bien sûr, dans la belle maison de petite noblesse à Combleu, le château, comme on dit maintenant, mais qui à l'époque était indubitablement une médiocre maison de médiocre noblesse, derrière un perron et des buis où on avait consenti un mariage de roture, l'enfant était une princesse sage, frileuse, rêveuse. Seulement quand elle mettait le nez hors du château, il y avait les digues, les levées avec leurs nœuds de fer, le tout bien cimenté de ciment limousin, sang et eau, l'œuvre magique du père. Je me demande, monsieur, s'il est bien utile de vous raconter cela, ces histoires de famille et ces hautes généalogies. À quoi notre époque tient tant? S'il est besoin de remonter si loin dans ces pâles existences, qui ne sont après tout que des on-dit, des causes hypothétiques, alors que nous avons depuis 200 ans, depuis devant nos yeux, l'existence indubitable des 11, le bloc formel d'existence, sans réplique, invariable, l'effet massif qui se passe tout à fait de cause et qui se passerait tout aussi bien de mon commentaire. Ce sont des sirènes encore qui chantent à Combleu sur ce bord de Loire dans des vols de hérons comme elles chantaient à Venise, à Wurtzbourg, seulement plus mezzo voce, avec le rôle du maestro non plus tiepolo et ses esprits de l'air, mais un vieillard féroce et ses bataillons de Caliban, Limousin. Elles nous appellent de toute leur force, mezzo voce. Elles tournent sur le fleuve dans la poulie des dragues et nous restons là, le nez en l'air, à écouter leurs chants circulaires, comme si c'était l'histoire si complexe du monde qu'elles nous dévoilaient. Elles battent les sables de la Loire, elles racontent des histoires aussi naturellement que les lavandières battent leurs lessives, elles tracent des signes dans l'air, les font tomber dans l'eau et les relancent, et ce grand geste plein de signifiance qu'elles font soudain avec le vol d'un héron gris au ras des roseaux, le lisez-vous? Elle aime mieux les signes d'air que le tangible châssis et la tangible surface peinte de 4 mètres sur 3 qu'on appelle les 11, les sirènes. Elles veulent m'empêcher de parler des 11, elles me tirent l'oreille vers leur tintouin de lessive sur les défroques de 2 pauvres filles mortes qu'elles battent en Loire, comme des lavandières leurs draps. Et monsieur bien malin qui leur résiste, c'est qu'elle raconte des histoires, monsieur, et nous aussi. Le corsage de Suzanne s'emplit, et la petite reine frileuse s'en apeura presque autant que sa mère. Elle ne pensait qu'à cette peur, l'une et l'autre, mais pour s'en distraire, elle s'occupait à autre chose en passe-temps béni concédé aux femmes de cette époque, tapisserie et poésie, et à ce qu'on dit, elles ne sortaient guère, quelle que fût leur relative fortune à toutes les deux, c'est-à-dire celle du huguenot apostat, non pas qu'elles fussent avares ni d'aucune façon thésauriseuse, mais de l'or elles ne savaient que faire, avaient seulement placé tout cela en vigne et en bateau à la mort du vieux, et laissé gérer, naviguer, fleurir, ayant entre elles tout autre trésor de dons, d'amour partagé et heureux,
mais étouffant comme le sont toujours les trésors, appelant de tout leur éclat la perte. Suzanne ne sortait guère, car elle était de porcelaine, sinon avec sa mère, et les beaux matins le long des levées, où dans de pauvres sociétés orléanaises un peu ternes, un peu dévotes, un peu littéraires, avec des abbés sans panache, et de doux anacréons de la province, mais avec aussi des amies rieuses comme elles le sont en tout lieu, laissant apparaître vraiment le lys et les roses avec des éclats de rire partout au monde du moment qu'il y a deux jeunes filles ensemble. Car je suis sûr qu'en dépit de ce que j'ai dit, la vie étriquée, les ternes sociétés, les abbés Kakoshim aux tabatières de buis, l'apeurement de sa mère et son propre apeurement né de celui de sa mère et s'y conformant comme un jumeau à son jumeau, comme un des saints qui lui poussait se conformer à l'autre. En dépit de cela, je suis sûr qu'elle ne s'ennuyait aucunement, qu'elle était bonne et gaie, bonne parce que gaie, qu'elle aimait le petit perron, la petite fortune, la petite vie et pleine et l'espoir pesant comme un ciel au printemps, car elle était une reine, c'est-à-dire quelqu'un à qui, depuis sa naissance, l'amour exclusif n'a jamais failli, et quand on a eu cela, tout peut arriver, le ciel et l'espoir peuvent s'écrouler, on peut se perdre dans 1000 forêts, voir 1000 fois son cœur sortir de sa poitrine, et fouler, la joie est toujours là, dessous. Au moindre appel, elle va bondir, elle reste là et attend, invincible, éclipsée seulement parfois, mais vivante, éternelle, comme on disait quand ce mot avait un sens. Cela donc, pour ce qui est dans le lys et les roses, était du ressort de Bernardin de Saint-Pierre et Rousseau. Pour le reste, ce qui appartenait à Sade, c'est-à-dire une sorte d'espoir aussi, de joie plus gonflée qu'un ciel, il y avait l'ombre du vieillard, dont la mer ne parlait pas, mais sa poigne indubitable, sous l'apparence d'un canal navigable, le sillon du désir satisfait, entaillé dans la terre d'Orléans à Montargis. Ainsi, quand de Combleu à Orléans, avec sa mère, bras dessus, bras dessous, elles allaient rejoindre par la levée quelques petits salons littéraires, la jeune fille avait devant les yeux l'emblème du désir et de sa satisfaction. Le canal avait tout le ciel reflété dedans, et dessous les fondations invisibles, c'est-à-dire 2 générations de terrassiers et maçons limousins qui avaient eu une espèce de vie avant de tomber des échelles ou de s'embourber sans reste dans la Loire, des espèces de jouants en forme de bonbonnes de quasi-vinaigre et de couteaux à cran d'arrêt, une espèce de femme qui voyait 2 mois de l'année sur 12 en Limousin les 2 mois d'hiver noir, dont sous l'habit noir informe il n'avait jamais vu le corps nu, mais que seulement à l'aveugle, dans des salles communes empestées où toute une famille dormait, ils avaient très discrètement en pleine nuit troussé, besogné et engrossé, et de cet exploit avaient tiré des espèces d'enfants destinés à leur tour à être nègres d'Amérique 10 mois sur 12. Tout cela, monsieur, notez-le, au temps de la douceur de vivre, alors même où Tiepolo ou un autre au sommet d'un échafaudage, au sommet aussi de ce que naguère on appelait l'homme, peignait les plus belles et légères choses que jamais on ait atteintes, on ait peintes, car on n'a rien sans rien et Dieu est un chien. Et ce n'était pas que Suzanne y pensa vraiment à cela qui était le fondement de son existence. C'est ce par quoi, en quelque sorte, elle était née. Ce n'était pas que cela, et présenta directement à son esprit, de face et clairement, comme le faisait l'amour de sa mère, ses seins à elle qui poussaient, et les poésies anacréontiques qu'aimait ce temps et qu'elle allait entendre à Orléans. Mais cela existait, et elle le savait comme de naissance. Cela existait d'autant plus que parmi les anacréons timides de la province, il y avait le fils d'un Limousin qui avait miraculeusement bondi hors des 10 mois de négritude sur 11. Et sans doute pas si miraculeusement que ça, car sans trop de risque de nous tromper, nous pouvons supposer que cela arrivait de temps en temps depuis le début, depuis que le cardinal-duc avait fait lever
plus ou moins à coups de trique, plus ou moins à coups d'écus, des bataillons de Limousins pour construire au large de La Rochelle, et autant dire alors en pleine mer, de grands apparats de guerre, des digues, des babelles bien cimentées de ciment limousin, sang et boue, où lui, le cardinal-duc de Richelieu, debout sur les digues par-dessus les Limousins dans son habit de fer et de pourpre, pensait que tous les huguenots du monde viendraient se fracasser, mourir pour toujours, sortir de l'histoire, ce qui arriva bel et bien dans un sens, depuis donc qu'après cette affaire de La Rochelle, les Limousins eurent pris quelque chose comme le goût de la maçonnerie, l'habitude en tout cas d'être nègres ailleurs qu'en Limousin 10 mois sur 12, depuis le début, on peut raisonnablement penser qu'à chaque génération, cela advenait dans la proportion d'1 sur 100, sur 1000 ou 10 000, il arrivait qu'un Limousin bondit hors du rang, fut remarqué d'un cardinal-duc, de sa maîtresse ou de son cocher, à cause des qualités que le hasard distribue assez équitablement parmi les hommes, fussent-ils Limousins, fût-on dans le terrible temps de la douceur de vivre, et que celui-ci tira son épingle du jeu, c'est-à-dire ne remit pas les pieds en Limousin et se mit à vivre comme un homme, enfin comme il pensait que doivent vivre les hommes. Et c'était ce qui était arrivé à Corentin, le père de ce jeune poète. Le vieux Corentin, Corentin Lamarche, appelle-t-on ainsi puisque c'était son sobriquet de maçon, son sceau d'infamie, ou de noblesse, comme on voudra. Et d'ailleurs, je ne me souviens pas de son prénom, si jamais il en eut, venu depuis qu'il avait 15 ans, année sur année, des forêts de la Marche, d'où l'avait tiré la main du huguenot apostat, comme celle du cardinal-duc qui haïssait les huguenots, en avait tiré son aïeul. Corentin avait peut-être de ces qualités beauté, finesse de l'esprit ou noblesse du cœur qui savent remarquer les maîtresses et les cochers. Et je ne sais pas par qui il le remarqua, le prit par la peau du cou et le sortit du lot, mais nous savons qu'en 1725, il avait aux portes d'Orléans, près du pont des Tourelles, juste au-delà de la Loire, un commerce de vin parfaitement florissant et une fabrique de vinaigre. Et les mauvaises langues disent que ce ne fut ni regard de maîtresse d'évêque, ni amitié de cocher qui l'installèrent et le firent fleurir dans ce commerce, mais ses simples mérites et travail, et donc assurément aussi sa plus grande scélératesse, car les réussites sociales qu'on attribue au seul mérite et travail, dans ce temps comme dans le nôtre, procèdent d'infiniment plus de scélératesse que n'en peuvent contenir les regards des maîtresses et le fouet des cochers. Oui, il devait cette petite fortune à son mérite, c'est-à-dire à sa poigne de fer, exercée contre et serrée sur ses propres compatriotes, les Limousins de malheur. Il la devait à sa très profonde science, à son excellence dans la discipline qui consistait à savoir merveilleusement couper, sucrer, augmenter de gnôle de rave le contenu de ces bonbonnes qui servaient aux Limousins de viatique, d'eucharistie, de littérature et de duchesse nue, et dans quoi les Limousins savaient si bien tremper et faire fleurir leurs couteaux le jour du Seigneur. Car Dieu est un chien, et quand on est infime, on ne grandit qu'en marchant sur plus infime. Ainsi eut-il près de la Loire cette officine à poison, ses cornues bricolées et ses futailles bien sombres, où il travaillait à l'augmentation du vin, l'accroissement volumétrique de la piquette, comme messieurs de Saint-Germain ou de Cagliostro, à la même époque, dans des cornues à peine différentes, travaillaient à l'augmentation de l'or. Et c'était bien l'or qu'il augmentait lui aussi, en fin de compte, comme toujours dans ses officines, comme l'avait fait sous le ciel avec des pierres et de l'eau le vieux huguenot apostat, et avec le même ciment que Corentin, le bon vieux et éternel Simon Limousin, sang et boue pétri dans du vin noir, comme peut-être Tiepolo lui-même avait travaillé ou allait travailler à l'augmentation de l'or, avec un invisible Simon Limousin, en l'occurrence bavarois ou esclavon, ou piémontais, car le carrare, il fallait bien le remuer, le lever, le tailler, le jointoyer, l'enduire à fresco pour la grande joie magistrale, la joyeuse reversion de l'or en plafond d'azur, mais lui, Corentin, c'était sans effet visible, car
on ne peut décemment donner le nom d'effet aux cuites sanglantes des Limousins, le jour du Seigneur, sans grande pierre visible, sous des nœuds de fer, sans ciel, captifs, reflétés entre les grandes pierres. C'était bien au sombre derrière des futailles, dans une arrière-cour puante à la façon des taupes. Dans cette arrière-cour, il eut une femme, dont nous ne savons rien, sinon qu'en naquit François Corentin, que nous venons de voir presque, lire des bricoles anacréontiques dans une société littéraire, car cet enfant avait de belles qualités aussi, comme son père. Il les montra très jeune, avec de la curiosité de l'esprit, et comme il arrive toujours en ses dispositions, dans le siècle de fer de la douceur de vivre comme dans le nôtre, sans que rien en ces matières ait bougé d'un cheveu, ce dont on doit se louer, il fut très vite remarqué et pris en main par qui de droit, c'est-à-dire alors par quelque bon père, jésuite ou oratorien, subit la bonne férule et le bon apprentissage, lut le latin comme vous et moi, et Monseigneur le dauphin de la Maison de France, et prit à 15 ans le petit collet avec la tonsure, enfin la tonsure symbolique de ces temps de beaux abbés. Je vous prie, monsieur, d'arrêter votre attention sur ceci, que savoir le latin quand on est Monseigneur le dauphin de la Maison de France et le fils de Corentin Lamarche ne sont pas une seule et même chose. Ce sont même deux choses diamétralement opposées, car quand l'un, le dauphin, lit à chaque page, à chaque désinence, à chaque hémistiche, une glorieuse ratification de ce qui est et doit être, dont il fait lui-même partie, et que, levant les yeux par ailleurs entre deux hémistiches, il voit par la fenêtre des Tuileries le grand jet d'eau du grand bassin, et derrière le grand bassin, sur les chevaux de Marly, la renommée avec sa trompette, l'autre, François Corentin, qui relève la tête vers des futailles et de la terre de cave gorgée de vin, l'autre voit dans ces mêmes désinences, ces mêmes phrases qui coulent toutes seules et trompettent à la fois le triomphe magistral de ce qui est et la négation de lui-même qui n'est pas. Il y voit ce qui est, même et surtout si ce qui est paraît beau, l'écrase comme du talon on écrase une taupe. De cela, monsieur, et aussi de ce que Corentin, le père, bien sûr, ne savait pas lire, mais encore à peine parler, et seulement patois, exceller seulement dans le savant mélange de vin violet et d'alcool blanc, de ce que sa présence, sa vie était à elle seule, pour qui lit Virgile une honte inexpiable, ce qui, bien sûr, quand on lit Virgile, quand vraiment on le lit avec le cœur, et non pas à la façon déboussolée d'un écolier limousin, est un solécisme inexpiable, mais ceci est une autre affaire, de ce que, privé de langage, le père l'était aussi de ce qu'on appelle l'esprit, que d'ailleurs, s'il était avisé d'avoir de l'esprit et de jurer lui aussi que Dieu est un chien, cela aurait donné quelque chose d'informe qu'on peut transcrire à peu près par Diaoyunchi, une sorte d'éternuement. De cela découle tout ce qui nous intéresse. La curiosité intellectuelle, la volonté, l'âpreté littéraire et pour finir l'impeccable reversion de l'injure patoise en petit sonnet anacréontique, le grand couteau limousin tout à fait dissimulé dans des bouquets de fleurs versifiables et avec tous ces dons et le collet de petits apprentis abbés, la fréquentation à 18 ans du terne salon littéraire dans Orléans, près de la porte de Bourgogne, dans ce salon, quand il lisait ses vers, toutes les têtes des bons abbés à tabatière de buis opinant, se rengorgeant, ne voulant pas voir le grand couteau, enfin, dans ce même salon, la rencontre inévitable de Suzanne, qui, vous le savez déjà, aimait à sa façon distraite l'anacréontisme, qui aussi, vous vous en doutez, aimait le désir à cause des 10 lieues de désir satisfaits visibles depuis Orléans jusqu'à Montargis, et qui, vous ne vous en doutez pas moins, s'est pris frileusement, mais tout entière de l'anacréon limousin. Car, curieusement, cette indignité secrète, cette puissance de reniement que François Corentin portait en lui et dissimulée sous le petit collet, cette impression qu'on est une taupe et qu'on doit à tout prix le cacher sous n'importe quelle plume, aigle ou paon ou colombe, ce fardeau, ce déchirement rend fervent, brûlant, beau aux yeux des femmes. À lui donc, et d'une certaine façon il est mérité bien, le lys,
et les roses. À lui, dans le même mouvement, la paternité de François-Élie Corentin, le Tiepolo de la terreur, à qui il arriva de peindre les 11.